Grâce aux réseaux électroniques, l'ère de l'information a généré un phénomène qu'on appelle la mondialisation. Mais qu'est-ce que la mondialisation ? La globalisation de l'économie, c'est un phénomène qui existe depuis les Égyptiens. Que quelque chose qui se passe en Chine influe sur l'Égypte et quelque chose qui se passe en Grèce influe à Rome, c'est pas nouveau. Ce qui se passe, c'est que ça va plus vite, c'est plus évident, et le nombre de phénomènes interdépendants est plus grand. On le voit par exemple, une aventure amoureuse du président des États-Unis qui a des conséquences sur la monnaie asiatique, ça tient à la globalisation qui est essentiellement un phénomène d'accélération. La transmission en temps réel des informations et des données, et d'autre part, un prodigieux bond en avant vers la libéralisation des transactions commerciales et financières de toutes sortes, l'abolition des contrôles d'échange. Ces trois phénomènes ensemble constituent ce que l'on appelle, pour le meilleur ou pour le pire, la mondialisation. Dans les pays capitalistes, la bourse est au centre de l'économie, alimentée par les systèmes de retraite privés. La technologie accroît son pouvoir. Chaque jour, 3 000 milliards de dollars s'échangent sur cette planète et à peu près 99% de ces sommes correspondent à des flux purement spéculatifs. Seulement 1% correspondent à des flux économiques réels, correspondant à des transactions commerciales réelles, correspondant à des biens réels. À New York, il y a 20 ans, une association de courtiers crée une bourse numérique, le Nasdaq, pour contrer la domination de Wall Street. Aujourd'hui, le marché s'ouvre sur Internet. Cette bourse, qui a lié son essor à celui des nouvelles technologies, est devenue le deuxième marché des USA. C'est ici que se joue le sort de Microsoft, Intel, IBM, Netscape et consorts. Quand nous avons commencé le réseau Nasdaq, nous avons construit un intranet, un réseau privé donc. Ce qui s'est produit alors, c'est un mouvement vers une nouvelle technologie que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Internet. Ce que ça nous a permis de faire, c'est qu'au lieu d'avoir à aller chercher les acteurs pour les amener vers le marché, tout d'un coup, les portes se sont ouvertes et les gens se sont connectés directement avec leur propre système sur l'Internet. Nous avons embrassé la technologie car elle permet de ne pas être limité par les règles des bourses traditionnelles. Ça nous a permis de grandir et c'est pour cela que nous sommes maintenant la plus grande bourse électronique du monde. Nous négocions plus de 5000 sociétés au Nasdaq. Et si vous regardez le secteur technologie aux États-Unis, 90% de ces sociétés se négocient au Nasdaq. Notre croissance internationale est immense. Il y a une synergie naturelle entre le marché et l'entreprise, quel que soit son pays d'origine. Nous croyons que les marchés doivent être ouverts, que le marché européen doit accepter de participer aux bourses électroniques. C'est là que nous voulons nous positionner, au niveau mondial comme un marché global. Ça ne passera pas par les salles de marché classiques, mais seulement par l'informatisation et la technologie. La transformation d'un club d'intérêt privé en institution, voilà une contradiction bien américaine. La bourse électronique n'est pas claire pour tout le monde. Résultat, des accusations de manipulation frauduleuse. Ce n'est pas une salle de marché ouverte, où les prix sont affichés aux yeux de tous. Là, ça se passe seulement entre courtiers. Et que ce soit par téléphone, comme ça se faisait dans le temps, ou par connexion informatique, comme aujourd'hui, il s'agit toujours de deux intérêts différents de ceux du client. Quand on vend, c'est plus cher. Ce qu'ils font,
c'est manipuler la différence entre prix d'achat et prix de vente. Donc si vous voulez acheter, il se débrouille pour que ce soit plus cher, et inversement si vous vendez. Nous dépensons une fortune et du temps et des efforts sur le front de la réglementation et de la surveillance. Chacune de nos transactions est contrôlée. On vérifie le montant de cette transaction par rapport au prix affiché pour ces titres, pour vérifier que l'investisseur reçoive un bon service. Il y a 3 ans, le NASD a dû payer au gouvernement 100 millions de dollars d'amende pour des accusations de manipulation du marché. Cotation abusive, délit d'initié. Mais le vrai problème est qu'ils n'ont jamais admis aucune culpabilité. À Houston, Texas, dans l'un des 24 centres de block trading, tous créés ces 2 dernières années, Chris et Jeff entrent en compétition avec les bourses traditionnelles. Ils offrent un libre accès au grand public à des prix très compétitifs grâce aux nouvelles technologies. Quand Jeffrey et moi avons essayé de devenir trader, on ne voulait pas nous laisser entrer. Non, vous n'avez pas assez d'expérience, vous ne connaissez personne, personne ne vous connaît comme trader, vous n'allez pas y arriver. Alors nous nous sommes dit, attends, qu'est-ce qu'ils ont que nous ne pouvons pas avoir? Alors nous avons commencé à chercher tous les outils du trader. Et là, grande surprise, les outils sont accessibles au public, même s'ils ne sont pas en kit. Vous devez creuser, chercher et trouver. On s'est dit, c'est trop facile. Mais en fait, Wall Street a bien travaillé pour que personne ne le sache. Nous donnons le vrai prix et les vraies informations aux petits porteurs. Grâce à la technologie, cette industrie a gagné en transparence et a permis de diminuer l'appréhension des gens vis-à-vis de ce système. Nous avons des clients de tout genre. Ils ont été courtiers, ils ont été traders au Nasdaq, avocats, secrétaires, médecins, plombiers, des gens de tous horizons. La première fois que j'en ai entendu parler, je me suis dit c'est ce qu'il me faut. J'aime prendre des risques, j'aime la bourse, je suis capable de prendre des décisions rapides. J'ai trouvé ça excitant. Beaucoup de gens spéculent avec l'argent des autres, ils s'arrangent, ils partagent les profits. Moi, je place mon argent et celui de ma mère, et avec l'argent que nous avons misé toutes les deux, je m'en sors bien. Il faut faire les transactions très rapidement, en quelques secondes, et c'est excitant parce qu'il faut rentrer juste au bon moment et sortir juste au bon moment. Faut pas attendre trop longtemps parce que chaque seconde compte et ça peut faire toute la différence. Ma case est ici, ces cases-là montrent ce que les autres font avec ces titres-là. Vert signifie que ça monte et rouge signifie que ça descend. On ne prend pas de décision sur la qualité des titres, on essaye simplement de rentrer et de sortir, de faire bouger les choses. On prend juste des décisions sur ce qu'on voit. On passe pas nos soirées à faire des recherches. Quand on arrive, on réagit à la situation. Il y a des récompenses immédiates quand vous tapez juste. Vous achetez, on vous fait une offre. Et tout de suite, vous gagnez 125 $. C'est grisant. Il faut être rapide, je dirais. Il faut avoir envie de prendre des risques. Il faut avoir un peu le goût du jeu, genre Las Vegas. Les traders qui ont le plus de succès prennent des risques. C'est comme Atari et les Game Boys. Il y a beaucoup de couleurs qui clignotent, beaucoup de numéros. C'est un peu la même chose. On s'est dit qu'on pourrait transformer nos bureaux en casino avec des moquettes épaisses, des pompes à oxygène et se lancer. On n'a pas encore adopté cette approche jeu vidéo, mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Ce que nous voulons faire avec le jeu vidéo, c'est l'utiliser comme un banc d'essai. Pour dire à notre client, c'est un jeu Nintendo ou une version Internet. C'est le jeu de Wall Street fabriqué par Block Trading. Quand vous saurez jouer, appelez-nous parce que vous êtes sûrement un bon candidat.
Jeff a une bonne idée, où on pourrait mettre le jeu sur Internet et laisser les gens jouer, et quand on trouve quelqu'un qui joue très bien, nous avons un bouton, et clac, il joue avec du vrai argent sans le savoir. Beaucoup de nouveaux sites sur Internet ouvrent également l'accès aux bourses. Tout le monde peut spéculer, même les plus jeunes. Je suis en train d'acquérir quelques actions du Korean Electronics et j'obtiens toutes mes informations du web. C'est vraiment pratique. Je fais alors des recherches sur le marché coréen et la position financière des deux Corées. C'est très facile. Je tape simplement mots-clés marché. Je peux aussi taper mots-clés Corée et ils me donneront toutes les informations dont j'ai besoin. Voici la grande promesse de l'ère numérique. La logique inéluctable des 0 et des 1 nous amène-t-elle à une plus grande démocratie? Aujourd'hui, l'information contrôle les flux financiers du monde. 2 grandes agences se partagent ce gâteau, la traditionnelle Reuters et de plus en plus Bloomberg. Quand on regarde les marchés, on cherche des informations. Moi, j'ai l'information, toi tu ne les as pas. Tu es désavantagé. Alors nous savions qu'au fur et à mesure que la technologie progressait et s'est démocratisée, les informations seraient accessibles à beaucoup plus de gens. Pour afficher ces prix, nous nous sommes unis avec ce que nous appelons des agences, comme Reuters ou Bloomberg. Ce sont eux qui fournissent ensuite ces éléments à tous les investisseurs. L'influence de Michael Bloomberg grandit tous les jours. Cet ancien courtier a été le premier à informatiser les cotations en direction des marchés financiers. Le grand changement qui a eu lieu au sein de la communauté financière est que pendant les 20 ou 30 dernières années, le pouvoir s'est déplacé. Avant, c'étaient les grosses sociétés de courtage qui contrôlaient toutes les informations. Et c'est un métier où celui qui contrôle les informations détient tout le pouvoir. Ces 20 dernières années, des sociétés comme la nôtre ont surgi et ont rendu ces informations et la capacité d'en faire quelque chose accessibles à tous. Pour ce qui est de la technologie, ce qui vous fait prendre de l'avance, c'est essentiellement la flexibilité et la rapidité. Un courtier, pour pouvoir réagir rapidement, doit comprendre les infos financières ou politiques. Pour anticiper les changements dans le marché et expliquer pourquoi ils se produisent. Parler avec ses clients pour comprendre quelle est leur opinion. Se faire une idée de là où va le marché et savoir quelle était la dernière cotation. Sans cela, le marché opérerait parfois dans un trou noir. Nous fournissons des renseignements sur les entreprises et les personnes qui y travaillent. Alors si vous voulez regarder un bilan, un compte de résultats ou l'historique des cours d'une société ou qui y travaille, quel genre de business ils font, nous sommes la meilleure source pour ce type de renseignements. La crédibilité peut être anéantie très rapidement. Quelqu'un n'a qu'à diffuser des informations qui soient évidemment fausses ou s'avèrent être fausses. Et vous vous rendez compte qu'il diffuse ces informations uniquement pour arriver à ses propres fins. Cela détruit entièrement la crédibilité. C'est pour ça qu'il y a des agences et des services sur le marché qui s'engagent à rester totalement indépendants. Si les gens n'ont pas confiance dans l'information, et s'ils pensent qu'ils n'ont pas toujours le meilleur prix quand ils achètent ou quand ils vendent, ceux qui ont le choix n'investissent pas leur argent ou le placent ailleurs. Quand des agences qui sont américaines, exclusivement américaines, disent voilà le rating de la banque de tel ou tel pays, et ils font du rating même sur les pays. Et si le pays a un mauvais rating, il ne peut pas emprunter ou ses emprunts sont plus chers. Donc celui qui possède les agences de notation a une influence extraordinaire. Et si vous allez voir dans ces agences de notation, 95% des personnels sont américains, ou en tout cas formés à la culture anglo-saxonne. Au fond, la question, c'est qui est-ce qui donne le là en matière d'information aussi bien financière que culturelle que politique. Il est très difficile de juger de la connaissance des investisseurs étrangers. Ils n'ont souvent qu'une vision très superficielle des pays.
Pour étudier une économie, ils ne regardent que quelques indicateurs qui leur paraissent soit bons, soit mauvais. Ils dépendent de sources d'informations très superficielles, à savoir les agences d'évaluation. Celles-ci ont beaucoup de pouvoir sur la capacité d'un pays à vendre ses obligations sur les marchés internationaux. Leurs évaluations s'appuient souvent sur des études approximatives réalisées par des analystes plutôt jeunes et inexpérimentés. C'est une bande de naïfs qui détiennent beaucoup de pouvoir et opèrent dans des délais très courts. Du fait de l'accès global à l'information, tout le monde sur le bateau bouge dans le même sens, à tribord, à bâbord. Et quand le bateau tangue, l'entreprise tangue. Et chaque fois, quelqu'un passe par-dessus bord. Pour s'y retrouver dans cette nouvelle jungle, les états-majors des grands groupes font appel à un nouveau type de consultants, les cabinets en intelligence économique. Notre métier, c'est d'essayer d'intégrer dans nos réflexions et dans nos préconisations l'ensemble des paramètres qui feront qu'une décision sera favorable ou pas. Dans le domaine de la finance, où aujourd'hui on se rend compte que la moindre rumeur à l'autre bout du monde peut faire chuter le cours d'une action à Paris, à Francfort ou ailleurs, et il est important aussi de pouvoir réagir très vite, de détecter l'origine de ces rumeurs, et de comprendre quelle est la part de désinformation et surtout quels sont les objectifs stratégiques poursuivis par celui qui les fait courir. Nous avons face à nous des gens qui maîtrisent parfaitement les techniques de communication, qui savent exactement à qui ils ont affaire et qui sauront quel argumentaire développer pour faire basculer une décision ou pour faire bouger un titre, par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la grande difficulté est que la plupart du temps, les marchés ne vérifient rien. Ils réagissent de façon désordonnée, très vite, sans tenter de contrôler ou de prendre du recul par rapport à ces informations qui circulent. Je crois que là, il y a un véritable danger. La vitesse à laquelle circule l'information est un vrai danger. La financiarisation des marchés est un vrai danger. Parce qu'on se rend compte que globalement, ça n'est jamais gratuit. Et que lorsqu'un cours de bourse est chahuté, c'est que derrière se prépare une OPA ou se prépare une agression dans un contexte donné, sur un marché donné. L'information, à partir de là, devient véritablement une matière première stratégique. Et je crois qu'elle est aussi importante que le capital ou la main-d'œuvre. Celui qui aujourd'hui contrôle l'information, qui la contrôle rapidement et qui sait l'utiliser et l'intégrer très vite dans les stratégies qu'il développe, a un véritable avantage concurrentiel. Profitant des avantages du régime britannique, des sociétés comme CMC négocient les devises sur Internet avec des particuliers. Mais attention, le marché des devises est celui sur lequel ont lieu les plus grandes secousses. Ce que vous voyez ici est un système de négociation en temps réel sur Internet. Il est très performant parce qu'il ne passe pas par le web. C'est le système CMC. Voici ce que nos clients reçoivent et cela fait 18 mois que ce système fonctionne. Nous avons négocié des milliards et des milliards de dollars. Nous sommes dans une position unique. Nous fournissons à nos clients un service 24 heures sur 24 pour qu'ils puissent spéculer ou investir dans différentes devises. Les marchés de devises sont les marchés les plus liquides du monde. Ils sont plus liquides que les marchés boursiers et il est possible d'obtenir une cotation sur les principales devises 24 heures sur 24. L'attrait du marché des devises, c'est que si vous vous débrouillez bien, vous pouvez gagner beaucoup d'argent très très vite. Surtout depuis que beaucoup de transactions qui se traitent sur Internet et ailleurs se font uniquement sur les marges. Si vous faites un dépôt de $1, pour chaque dollar misé, vous pouvez en négocier 10. Donc si vous faites un bénéfice de 10%, vous avez doublé votre mise. Il y a un dépôt de 5% pour la position sur laquelle vous voulez spéculer. Si vous voulez négocier $1 million contre du franc français, nous demandons une garantie de $50 000 avant de commencer. Ensuite, vous pourrez fermer une position et en ouvrir une autre contre la livre sterling, par exemple. C'est la même chose que ce qu'a fait M. Soros, qui a gagné $1 milliard en spéculant sur l'effondrement de la livre
lors du retrait de la livre du système monétaire européen. Ceci n'a donc rien de différent, tout ça dépend uniquement de ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Nous avons un client en particulier qui a beaucoup de succès. Il a commencé par négocier 100 000 $ avec un petit dépôt de 10 000 $ et il faisait de très gros placements tous les jours. Il est allé jusqu'à 100 millions de dollars par jour et il en retirait de très bons bénéfices. Pour être honnête, la négociation par Internet a transformé ma vie. Les affaires ont augmenté de 500%. Je n'ai pas été obligé d'augmenter mon personnel. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui négocient les devises, mais personne ne négocie comme ça. Et dans les prochaines années, tout le monde s'y mettra. Bravo, vous êtes le premier à le voir. Désormais, c'est la monnaie virtuelle qui a remplacé d'une certaine manière l'économie réelle. Donc on peut dire que notre civilisation aujourd'hui est au-dessus d'un volcan virtuel. Nous avons complètement inversé le rapport de force entre les instruments et les finalités. La monnaie qui devrait être un instrument au service de l'économie et l'économie qui devrait être au service des finalités profondes de l'homme, c'est l'inverse exactement. C'est l'homme qui est au service de l'économie et l'économie elle-même se met au service de la pure virtualité spéculative. Que le centre de gravité du mode de production qui se constitue dans la société d'information n'est plus la Terre, n'est plus le produit industriel, mais le produit informationnel et le signe. C'est une économie du signe. Et désormais, c'est ça, en quelque sorte, le paradigme de l'exclusion. Ce n'est plus une lutte des classes, les pauvres contre les riches. Ce n'est même plus ça. C'est une lutte entre l'homme, bien concret, bien réel, dans sa réalité de tous les jours, contre des abstractions qui, désormais, ont pris le pas sur le politique. Ces abstractions n'ont plus de contenu autre que mathématique. Et ce qui se passe aujourd'hui en France, en matière de revendication contre le chômage, n'est qu'un prélude, n'est qu'un préalable à quelque chose de beaucoup plus fondamental encore, qui est en train de se passer à l'échelle de plusieurs décennies et à l'échelle de la civilisation tout entière. C'est une virtualisation de tout ce qui était jadis de l'ordre du réel. Le pouvoir, l'économique, le politique sont désormais largement virtuels. Aujourd'hui, toute forme d'activité rejoint d'une certaine façon la sphère financière. Tout est informationnel au même titre que la sphère financière. Et c'est toute l'économie et toute la civilisation, d'une certaine façon, qui bascule dans ce caractère un peu déconnecté de la réalité, qui est celui qu'on a connu dans le monde financier, avec ses soubresauts, avec ses crises, avec ses cracks, avec son caractère un peu surréaliste et coupé de la réalité. Voici un bon exemple de bourse virtuelle. À Hollywood, un ancien trader applique au cinéma les recettes qu'il a apprises à la bourse en créant un jeu sur le web, Hollywood Stock Exchange. 60 000 clients y jouent tous les jours. L'idée du jeu, c'est qu'on vous donne 2 millions de dollars Hollywood. Donc vous possédez une partie de Hollywood que vous pouvez négocier. Vous pouvez spéculer sur des films, acheter des actions sur les vedettes qui représentent une partie de Hollywood. Quand vous achetez ou vendez, les prix montent et descendent, ce qui affecte la perception qu'ont les gens sur le succès de ces films, qu'ils soient à l'affiche cette semaine ou l'année prochaine. Par exemple, Godzilla est un film sur lequel on spécule beaucoup chez nous, bien qu'il ne soit pas encore sorti. Donc c'est un endroit pour créer des tendances, tout comme à Wall Street on cherche du capital. Parce qu'à Hollywood, une tendance c'est du capital. Vraiment, c'est de l'argent réel. Si les actions Godzilla marchent bien chez nous, c'est la même chose que quand Intel prend 5 $ au Nasdaq. C'est pareil. Pour un producteur de Hollywood, c'est de l'argent dans sa poche, exactement comme on fait de l'argent à Wall Street. Une tendance, ça veut dire de l'argent. Quelqu'un a appelé aujourd'hui pour demander comment on se branche. T'as un tuyau sur le prochain super gros coup, genre Polar avec Bruce Willis? Ouais, ça marche bien, mais on dirait que personne ne veut vendre ses actions Godzilla.
À Wall Street, les gens votent tous les jours avec leur argent. Si soudainement ils pensent qu'il faut placer leur argent dans les semi-conducteurs, alors les sociétés qui en fabriquent ont de l'argent pour se développer. Chez Hollywood Stock Exchange, les gens votent sur les tendances. Ils votent avec leur dollar Hollywood, et s'ils pensent que le film d'horreur est la tendance des 6 prochains mois, alors quand les studios voient ça, ils mettent le paquet sur les films d'horreur. À Wall Street, tout le monde spécule sur les produits dérivés et s'excite dessus, bien que ce ne soit pas des produits palpables. Si vous analysez ce type de transactions, elles ne sont basées sur rien de réel, et pourtant il se négocie des milliards et des milliards comme ça tous les jours. Toute l'économie est basée là-dessus. Notre système en est le reflet, non pas basé sur des produits, mais sur l'idée qu'on s'en fait. Nos idées deviennent les devises de notre vie. Dans cette ère de l'information, nous avons tous consenti à une substance imaginaire appelée information. L'information qui coule à travers Internet passe par des ordinateurs. Les gens peuvent traiter des informations et gagner de l'argent sans aucune activité réelle. On le voit bien à chaque fois qu'un spéculateur gagne de l'argent en faisant une transaction vertigineuse qui a très peu de rapport avec la vie réelle. Les options sur le futur, des futurs sur les dérivés. Même chose quand un consultant reformule un logiciel pour qu'il résiste à l'an 2000. Même chose quand une secrétaire installe une mise à jour dans un logiciel. Toutes ces personnes manipulent des informations uniquement pour que d'autres personnes puissent les utiliser. Ça se reflète parfois dans les activités de la vraie vie. Mais c'est devenu un système d'information pour l'information qui tourne sur lui-même. On peut voir ça simplement comme du temps perdu, comme de l'absurde, et c'est un raisonnement qui se tient. Mais on peut aussi le voir comme un consensus culturel qui peut résoudre le problème du chômage.